Bonjour, une première vidéo sur le thème partie génétique et évolution du programme de Terminal S, et cette première vidéo donc sur le thème ou le chapitre numéro 1, la vie fixée des plantes. Alors dans cette vidéo, vous allez voir, on va se concentrer sur un élément de ce chapitre, qui est le problème de la nutrition. En effet, les végétaux sont pour la plupart fixés, et cette vie fixée entraîne des contraintes fortes. Il y a trois grandes contraintes à vivre fixées. Il y a le problème de la nutrition, qui va être abordé dans cette vidéo. Comment se nourrir sans se déplacer, aller chercher à manger. Il y a un problème de défense. Comment peut-on se défendre des conditions de l'environnement, de prédateurs alors qu'on ne peut pas se déplacer. Et enfin, comment peut-on se reproduire en étant fixé. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur le premier point, la nutrition et la vie fixée. Alors les végétaux ont trouvé la solution. Ils sont donc ce qu'on appelle des autotrophes, c'est-à-dire des organismes capables de produire par eux-mêmes leur nourriture. Donc ça devient un peu plus simple dans la mesure où ils n'ont pas à aller chercher, collecter de la nourriture, ils sont capables de produire eux-mêmes leur nourriture, ce qu'on appelle de la matière organique, et ils le réalisent grâce à un mécanisme qu'ils sont seuls à savoir faire, les végétaux verts, le mécanisme de la photosynthèse. Ce mécanisme est résumé par l'équation. On voit ici qu'ils sont capables de prélever du CO2 de l'eau et de transformer tout ça grâce à l'énergie solaire en une molécule organique que vous connaissez bien, qu'on appelle le glucose, et de libérer un déchet, le dioxygène. Donc ça c'est la base. La nutrition correspond à cette équation. Le végétal qui est ici, s'il veut se nourrir, il doit être capable donc de récupérer du CO2, de l'eau avec les minéraux qui se trouvent à l'intérieur, et de récupérer l'énergie solaire pour transformer tout ça en nourriture. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre au cours de l'évolution les adaptations cellulaires moléculaires qui lui permettent aujourd'hui encore de réaliser ce mécanisme de la photosynthèse. Donc il faut avoir en tête qu'un végétal donc fixé, pour réaliser ce mécanisme de la photosynthèse, va devoir prélever, on l'a vu dans l'équation précédente, l'eau, les minéraux. Ça, ce sont des éléments qui se trouvent au niveau du sol, donc il va falloir développer au cours de l'évolution des structures capables d'absorber et de concentrer les minéraux et l'eau du sol. Il va falloir qu'il prélève du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc là on verra aussi l'adaptation des feuilles à l'absorption de ce gaz. Et là aussi il doit pas simplement absorber de grandes quantités, il doit absorber de grandes quantités, d'autant plus que le CO2 comme l'eau, les minéraux sont des éléments très peu concentrés dans son environnement. Donc vous voyez qu'il a un double problème, absorber ces éléments et les concentrer. Et il va évidemment être aussi, on le voit pas sur la photo, mais aussi absorber l'énergie solaire, la lumière, qui lui permet de convertir cette matière minérale, eau, minéraux, CO2 en matière organique. Donc vous voyez toutes les contraintes ou les difficultés rencontrées par la vie fixée du végétal. Donc si je commence au niveau du sol, vous avez l'équation de la photosynthèse en tête. Le sol va lui donner au végétal l'eau, les minéraux nécessaires à la photosynthèse. Et donc pour ce faire, il a développé un système racinaire que vous connaissez. Le système racinaire donc est un système très performant, très ramifié. On voit ici une racine principale qui se divise en plein de racines. Donc on a une grande surface d'échange déjà, puisqu'il y a énormément de racines qui se développent dans toutes les directions de l'espace et des racines qui grandissent en permanence. Donc vous avez ici un système efficace de recherche pour absorber les minéraux et l'eau. Et en plus de ça, vous avez vu cette année qu'à l'extrémité des jeunes racines, on a des zones un peu particulières qu'on appelle des zones pilifères, où se concentrent des structures particulières dont on va parler, qu'on appelle les pôles absorbants. Voilà ici donc un schéma qui résume la structure d'un pôle absorbant. Première idée, c'est que le pôle absorbant, je vais tout mettre comme ça sera plus simple. Ici, le pôle absorbant est représenté en fait ici. C'est une cellule avec son cytoplasme, sa paroi, son noyau, la vacuole, etc. Donc c'est une cellule, comme la cellule ici qui appartient au parenchyme, on est évidemment au niveau d'une racine. Mais ce qui est important à souligner, c'est que j'ai survolé en bleu ici la surface de contact de cette cellule qu'on appelle le pôle absorbant avec le sol ici, par rapport à la surface de contact de ces cellules classiques avec le sol. Et on voit bien ici que le pôle absorbant donc est une structure unicellulaire, et cette structure unicellulaire présente une grande surface de contact d'échange avec le sol. Donc au niveau des racines, au cours de l'évolution, se sont développées des structures cellulaires simples, c'est une cellule un peu allongée, mais qui présente une grande surface d'échange avec le sol et donc qui arrive à concentrer, absorber, concentrer l'eau et les minéraux qui sont nécessaires au mécanisme de la photosynthèse. Donc ça c'est la première adaptation cellulaire que vous avez à connaître, le pôle absorbant, qui est une structure unicellulaire et qui va optimiser cette première partie qu'on appelle l'absorption racinaire. Donc les racines représentent une grande surface d'échange, de par déjà le nombre important de ces racines, ces ramifications, leur capacité de croître en permanence, et en plus de ça, on optimise encore ces surfaces d'échange par la présence des pôles absorbants en grand nombre dans les extrémités des jeunes racines.
Alors au niveau de l'atmosphère, maintenant, c'est là, on l'a vu, hein, c'est le rôle des feuilles de capter, de concentrer le CO2 et de capter la lumière. Donc l'organisation d'une feuille, rapidement, ici, hein, il y a deux côtés, ce qu'on appelle des épidermes, supérieur, inférieur, et à l'intérieur on trouve des cellules chlorophylliennes, riches en chloroplastes, et on a des structures un peu particulières, on va en parler, parenchyme palissadique, parenchyme lacuneux, mais ce sur quoi je vais insister, c'est ici, sur la face inférieure, on a une structure particulière qu'on appelle le poil absorbant, le stomate, et qui va justement permettre d'absorber les gaz, notamment le dioxyde de carbone, nécessaires à la photosynthèse. Donc ici j'ai fait un schéma d'un stomate. On a ici ce qu'on appelle une cellule stomatique, une deuxième cellule stomatique qui se font face, avec des chloroplastes noyaux, et entre les deux cellules stomatiques, on voit bien ici un orifice qu'on appelle l'ostiole. Alors cet orifice peut être, comme sur mon schéma, ouvert, ou il peut être fermé. Et c'est l'ensemble constitué de deux cellules, donc on a bien une structure cellulaire, mais la différence du poil absorbant, c'est une structure, le stomate, qui est fait de deux cellules stomatiques, et ces deux cellules stomatiques laissent un trou qu'on appelle l'ostiole, qui va permettre au gaz à la fois d'entrer, comme le dioxyde de carbone, ou de sortir, comme la vapeur d'eau ou le dioxygène. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième structure cellulaire après le poil absorbant que vous avez à connaître, et qui, justement, a été mis en place au cours de l'évolution pour optimiser l'absorption du CO2, qui est un élément essentiel à la nutrition du végétal. N'oubliez pas aussi de rajouter qu'une feuille possède un nombre phénoménal de stomates. Chaque feuille est constituée d'une très grande quantité de stomates. Si je multiplie ce nombre de stomates par feuille par le nombre de feuilles, j'obtiens une surface d'échange considérable. Donc là aussi, c'est une adaptation à l'absorption, et ça permet de compenser cette grande surface d'échange, la faible concentration du dioxyde de carbone, qui est de l'ordre de 0,038% au niveau de l'atmosphère. Une troisième structure cellulaire étudiée dans ce cours, ce sont les vaisseaux conducteurs, puisqu'il faut faire le lien entre l'eau, les minéraux captés au niveau du sol, et les feuilles qui captent eux, le CO2, la lumière. Il faut acheminer notamment les matières minérales, l'eau, les minéraux, vers la feuille, et il faut distribuer des feuilles vers toutes les cellules du végétal, les produits de la photosynthèse, c'est-à-dire la nourriture, la matière unique, et donc c'est pour ça qu'on met en place, au cours de l'évolution, se sont mis en place les vaisseaux conducteurs. Deux types de vaisseaux, le phloème, le xylème. Se rappeler aussi rapidement que pour fabriquer ici un vaisseau du xylème, au cours de l'évolution, on a empilé, on voit ici des cellules, et on a considérablement modifié, transformé ces cellules, puisqu'en fait on a dégagé tout ce qui était gênant pour le transport de l'eau et des minéraux, qu'on appelle la sève brute, et on a conservé des cellules initiales que la paroi squelettique rigide, qu'on a justement rigidifié par des dépôts de lignine, ce qui donne une solidité à toute épreuve. Donc ça, c'est la structure des vaisseaux du xylème qui ont pour objectif de conduire ce qu'on appelle la sève brute. La sève brute, ce sont les ions, les minéraux absorbés au niveau du sol, hein, et qui vont être acheminés en direction des feuilles. On a une deuxième catégorie de vaisseaux à connaître, les vaisseaux du phloème, qui eux sont aussi, correspondent aussi à une juxtaposition, une succession de cellules, moins transformées, puisque les cellules ont encore cytoplasme et des organites. Simplement, vous avez vu une adaptation pour quand même qu'il y ait un mouvement possible et facile entre les cellules. On a une perforation, on appelle ça un crible aussi, des parois transversales. C'est pour ça que on les appelle aussi les vaisseaux criblés, les tubes criblés. Alors là, les vaisseaux du phloème, rappelez-vous, eux vont récupérer les produits de la photosynthèse qui vont être réalisés, on va le voir, au niveau des cellules chlorophylliennes de la feuille, et ont comme objectif de distribuer cette sève élaborée, puisqu'elle est riche en matière organique, à toutes les cellules du végétal. Donc si maintenant on arrive au niveau de la feuille, on va essayer de mettre tout ça en perspective. Vous reconnaissez ici les deux faces que je vous ai présentées, qui sont des épidermes, c'est-à-dire des structures étanches qui protègent la feuille. Et la présence parfois évidemment il faut quand même que cette feuille ne soit pas totalement étanche. On a la présence des stomates, dont on a parlé, qui vont permettre justement des échanges de gaz. On retrouve les cellules chlorophylliennes de la feuille avec un parenchyme palissadique où toutes les cellules sont serrées, et puis un parenchyme lacuneux. On s'aperçoit que les cellules chlorophylliennes sont moins compactées, elles laissent des lacunes qui vont permettre, on va voir, les échanges de gaz. Et vous avez enfin les vaisseaux conducteurs dont je vous ai parlé, le xylème et le phloème. Si par ce schéma, je résume le fonctionnement, donc on retrouve ici les deux faces, on retrouve une cuticule, j'en ai pas parlé, mais ça évite la transpiration, la perte d'eau. L'épiderme supérieur, on trouve dans le parenchyme ici les cellules chlorophylliennes, rappelez-vous, et le chloroplaste, là aussi c'est une adaptation
dans le but de la nutrition, le chloroplaste, et l'organite qui contient la chlorophylle qui va être capable d'absorber l'énergie lumineuse nécessaire à la photosynthèse. Vous avez ici le parenchyme lacuneux avec des lacunes, et vous avez l'épiderme inférieur, la cuticule. On retrouve donc les stomates dont j'ai parlé, ici un stomate représenté. Vous reconnaissez les vaisseaux du phloème et du xylème qui sont nos vaisseaux conducteurs. Et là, donc, on peut faire fonctionner cette feuille va capter l'énergie lumineuse grâce à la chlorophylle présente dans le chloroplaste. Au même moment, elle va absorber le dioxyde de carbone par les stomates. Alors vous voyez l'intérêt de lacunes, le CO2 va pouvoir transiter dans ces lacunes et être en contact simultanément avec plein de cellules. Donc le parenchyme lacuneux va optimiser les échanges. S'il y avait que des cellules serrées, le CO2 aurait du mal à passer d'une cellule à l'autre. Donc là, on a une adaptation. En plus du nombre de stomates et de cette capacité d'échange, le parenchyme lacuneux ici va optimiser les échanges de gaz. Donc le CO2 arrive là. Il faut évidemment de l'eau aussi pour que la photosynthèse se fasse. L'eau, on sait qu'elle est acheminée par les vaisseaux du xylème, sève brute. Donc cette eau va être acheminée jusqu'au chloroplaste. Le chloroplaste, donc en captant la lumière, en récupérant le dioxyde de carbone de l'atmosphère via les stomates, les chambres aérifères ici, les chambres lacunaires, et l'eau par les vaisseaux du xylème, va réaliser la photosynthèse et donc donner naissance à deux produits, la matière organique et les dioxygènes. La matière organique, c'est la nourriture. Ça y est, le végétal peut se nourrir, et cette matière organique va pas rester localisée dans le chloroplaste, mais va être distribuée via les vaisseaux du phloème à l'ensemble du végétal. Et évidemment, le dioxygène, qui est un déchet de la photosynthèse, va être libéré aussi par les stomates. Voilà l'organisation fonctionnelle de la feuille. Si on résume l'ensemble de ce chapitre, vous avez vu donc qu'il y a un système racinaire au niveau du sol, ce végétal fixé. Dans ce système racinaire très développé, il y a aux extrémités des jeunes racines des poils absorbants qui sont des structures unicellulaires, capables justement de proposer une grande surface d'échange par poil. Si on multiplie ça par le nombre de poils absorbants, le nombre de racines, on a ici une très grande surface d'échange au niveau du sol, qui va permettre de concentrer l'eau et les minéraux du sol qui sont nécessaires à la nutrition du végétal. Ensuite, je mets en place en bleu ici les vaisseaux du xylème, qui sont aussi des structures cellulaires, et qui vont acheminer, transporter la sève brute, l'eau et les minéraux en direction des feuilles. On arrive ici au niveau des feuilles. Les feuilles vont être capables donc de réaliser ce mécanisme qu'est la photosynthèse, parce qu'il y a des cellules chlorophylliennes qui sont capables de capter l'énergie lumineuse et de transformer cette énergie, d'utiliser cette énergie pour transformer le CO2 et la matière organique qui arrivent pour fabriquer la photosynthèse. Si on développe un peu le mécanisme justement au niveau de la feuille, on a vu une troisième structure cellulaire après les poils absorbants, les vaisseaux, les stomates qui vont permettre justement l'entrée du CO2, gaz carbonique, dioxyde de carbone, indispensable à la production de nourriture. Donc ils vont aussi permettre les échanges de dioxygène et de vapeur d'eau, les stomates. Ici vous avez les lacunes, vous avez les cellules chlorophylliennes, donc vous avez toutes les conditions qui permettent de fabriquer de la matière organique, puisque l'énergie lumineuse va être captée par le chloroplaste va récupérer le CO2, l'eau, et va transformer tout ça en matière organique qui va être prise en charge par les vaisseaux du phloème que l'on retrouve. Donc ça, c'est la surface aérienne qui est elle aussi une surface d'échange considérable. Rappelez-vous, le nombre de feuilles, le nombre de stomates, la présence des lacunes optimise les échanges de gaz et permet donc aux cellules chlorophylliennes de capter l'énergie solaire, de récupérer le dioxyde de carbone, les minéraux et l'eau, tous ces éléments nécessaires à la réalisation de la photosynthèse et donc à la production de nourriture ici de matière organique. On n'oublie pas donc, j'en étais là, cette matière organique va être distribuée à toutes les cellules du végétal. Il faut bien nourrir toutes les cellules du végétal, donc leur apporter de la matière organique, et c'est le rôle des vaisseaux du phloème et de la sève élaborée que d'acheminer, de transporter cette matière organique à tout le végétal. Donc on a aussi un système de conduction. Alors les zones de croissance évidemment sont demandeurs de matière unique, donc les bourgeons, les fleurs, tout ça vont consommer la matière unique pour croître, et si le végétal produit beaucoup de matière unique, il peut éventuellement stocker cette matière unique en excès sous forme de tubercules qui pourront servir, ces tubercules, lors d'un nouveau cycle de croissance. Voilà, donc on voit bien ici qu'au cours de l'évolution, de multiples adaptations et structures ont été mises en place pour compenser la vie fixée et assurer quand même la nutrition du végétal.